Donc en droit belge, la femme qui accouche d'un enfant est juridiquement considérée comme sa mère. Le couple commanditaire pourra introduire une procédure d'adoption plénière de l'enfant. En fait, c'est un détournement de l'adoption parce que cette prétendue adoption et la privation de la mère a été programmée. Comme il n'y a pas d'autorisation légale de la GPA, cependant un contrat de GPA est nul devant le juge belge. Le juge belge ne va pas, si un conflit éclate entre la mère porteuse et le couple commanditaire, le juge belge ne va pas reconnaître le contrat de GPA. Le droit de la filiation constitue donc pour l'instant un obstacle au développement de la GPA en Belgique. Mais malgré cela, la GPA est pratiquée dans 5 hôpitaux qui ont chacun mis au point leur propre protocole et fixent leurs conditions. Un groupe d'experts de la conférence de La Haye propose en fait que soit établi un protocole sur la filiation résultant d'une convention de GPA internationale. Il s'attache à élaborer donc un mécanisme permettant de répondre, là je le cite, de manière pratique aux filiations bancales résultant de conventions de maternité de substitution à caractère international. Ce groupe se défend de promouvoir la GPA. Pourtant, on peut se demander, est-ce que le règlement de la maternité de substitution, en facilitant les reconnaissances de filiation trompeuses qui en sont issues, ne suppose pas d'en approuver implicitement le principe? Plus récemment, plus d'une centaine d'experts de 75 pays différents se sont réunis à Casablanca en mars dernier, 2023, et ont signé officiellement une déclaration d'abolition de la GPA. Médecins, psychologues, juristes, philosophes, sociologues donc, se sont rassemblés pour proposer aux États de s'engager à abolir la gestation pour autrui en signant une convention internationale pour l'abolition de la GPA. Tout récemment aussi, au Parlement européen, une directive européenne sur la directive européenne sur la traite des êtres humains est en cours de modification. Donc il y a un projet de modification qui vise notamment, il y a plusieurs points à l'ordre du jour, mais un des points concerne la gestation par autrui et dit que donc il faut comprendre l'exploitation de la femme comme incluant la maternité de substitution à des fins d'exploitation reproductive. Alors, j'aimerais vous parler à présent du comité consultatif de bioéthique de Belgique qui, en avril dernier, a rendu un avis assez troublant, assez décevant, car très pauvre, une vingtaine de pages. Le comité avait déjà abordé la question de la GPA en 2004. Il s'était montré assez réservé par rapport à la question et disant que la procédure d'adoption suffisait finalement à donner une solution aux couples commanditaires et qu'il ne fallait pas nécessairement autoriser officiellement la GPA en Belgique. Cet avis relève vraiment d'une logique instrumentale du corps humain, en alléguant que le principe d'indisponibilité du corps humain n'a pas sa place dans le raisonnement, dépasse ce principe, celui d'autodétermination de la femme vis-à-vis de son propre corps, donc qui pourrait décider librement de mettre son corps au service de la gestation d'un enfant pour des commanditaires. Le comité justifie sa position de cette sorte. Il explique qu'aujourd'hui, l'individu souhaite pouvoir décider plus librement de son corps, comme il souhaite pouvoir effectuer ses propres choix en ce qui concerne l'engendrement ou la contraception et l'interruption de grossesse et la fin de vie, dont la possibilité de demander l'euthanasie. C'est vraiment une vision du corps comme instrument au service de la volonté individuelle qui sous-tend cet avis. Le comité, malheureusement, évince presque totalement la question des conséquences de la GPA pour l'enfant et pour la mère porteuse. Il y a une question sur laquelle le comité ne trouve pas d'unanimité, c'est celle de savoir si la mère porteuse peut ou non se rétracter
au cours de la grossesse et décider de garder l'enfant. Les membres du comité pour lesquels la mère porteuse ne devrait pas pouvoir se rétracter et décider de garder l'enfant tiennent à ce qu'elle garde néanmoins le droit d'avorter. La femme enceinte qui ne souhaiterait pas remettre l'enfant qu'elle porte se trouverait donc face à un dilemme, soit avorter, soit remettre l'enfant aux parents commanditaires. L'hypothèse du handicap n'est absolument pas abordée par le comité. Or, on sait très bien que ce sont justement des cas extrêmement épineux où souvent la mère porteuse est tenue d'avorter ou alors l'enfant est abandonné à la naissance puisqu'il ne correspond pas au désir des commanditaires. Sur le plan peut-être plus éthique, le respect de la dignité de la personne s'oppose à toute forme d'utilisation, d'instrumentalisation. Chaque personne est une fin en soi et doit être traitée comme telle et jamais seulement comme un moyen ou un instrument au service des besoins ou désirs d'un autre. Depuis l'Antiquité romaine, la distinction entre les personnes et les choses est au cœur de notre système juridique. Cette distinction est le fondement principal de notre civilisation et c'est une summa-division du droit. Donc d'un côté, il y a les personnes, sujets de droit, de l'autre, les choses, objets de droit. Et à partir du moment où dans un contrat, on considère que l'objet du contrat, c'est la remise d'un enfant, eh bien on fait de cet enfant un objet de droit et non plus un sujet de droit. Et il en va de même pour la femme qui met à disposition sa propre personne pendant tout le temps de la grossesse, corps, esprit, son psychisme, son corps. Elle devient à ce moment-là objet de droit et non plus sujet de droit. Et quel que soit son consentement. Le consentement ne justifie pas la légitimité d'un acte. Renoncer à cette distinction radicale entre les choses et les personnes revient à permettre de traiter les personnes comme des choses, permission dont on peut penser qu'elle traduirait une regrettable régression dans notre société.